À toutes et à tous, c'est le retour de DataDate. Oui. L'afterwork avec les experts de l'IFOP. Les experts de l'IFOP, c'est nous, paraît-il. Ouais. Alors je suis Jean-Philippe Dubrul, directeur de clientèle au département Opinion de l'IFOP, accompagné de... Louise Ducian, chargée d'études senior au département Opinion. Voilà. Et donc si vous atterrissez ici, c'est que vous êtes donc sur DataDate. Qu'est-ce que c'est DataDate rapidement? Je le fais à chaque fois. Qu'est-ce que l'IFOP fait sur Twitch? Quelle idée saugrenue? Pas si saugrenue que ça. Au départ, c'est une initiative qui a été lancée en amont de l'élection présidentielle de 2022 pour montrer un petit peu ce qu'on fait en termes de sondage d'opinion, sondage publié, sondage d'intention de vote. Montrer un peu comment ça marche tout ça en termes de cuisine, de méthode. Et c'est aussi un moyen pour nous de venir parler des études qu'on fait et de ce qui, à notre sens, il y a à en retenir. Et comment il faut les comprendre, vu qu'on est dans une société d'inflation de l'information, que tout circule, et des fois, on est bien placé en tant que sondeur pour le savoir, des fois on publie des chiffres, et ils sont repris pas forcément de manière comme il faut, de manière tronquée, etc. Un petit exemple qui me vient là en tête, c'est quand on va dire, tous les instituts de sondage ont quasiment tous ont un baromètre sur la popularité du président de la République, par exemple. Ça sort environ une fois par mois dans chaque institut, mais du coup il en sort un peu quasiment tout le temps, parce que c'est par roulement. Quasiment tout le temps, il y a des points en moins dans cette cote de popularité, et plein de gens, on entend plein de gens dire « Ah, mais ça fait un mois qu'il perd 3 points tous les jours Macron, il devrait être à 0, vous osez nous dire qu'il est à 30, bande de vendus ». Bon, bah ça marche pas comme ça en fait. Chaque maison en fait a son thermomètre, chaque institut a son thermomètre, et quand un institut vous dit « Oh, Macron a perdu 3 points », c'est par rapport à la dernière mesure qu'ils ont fait eux. Un mois avant, c'est notre cas à nous. Et donc en fait, bah, vous voyez que vu qu'on mesure la même chose, chaque institut, quand la question est vraiment très proche, mesure à peu près la même chose aussi. Et donc les baisses se retrouvent en fait d'une maison à l'autre, un peu coup sur coup. Mais voilà, il ne faut pas mettre tous les sondages sur une même courbe, il faut regarder chaque maison. Voilà, c'était un exemple et une digression. Bon, aujourd'hui, de quoi on va parler? De quoi on va parler, sachant que le chat vous est ouvert, évidemment, on est là pour ça. Mais de quoi on va parler? Tout d'abord, une actualité qui ne vous aura pas échappé, j'espère. Sinon, tant pis, c'est le jeu. C'est que dans 2 mois, moins 2 jours, nous avons les élections européennes. Et le 9 juin, c'est en France qu'il y a cette élection. Donc on va en parler. Des élections européennes, comment ça marche déjà, qu'est-ce que c'est? Et ensuite, roulement de tambour, qu'est-ce qu'on fait à l'IFOP là-dessus? Qu'est-ce que Louise fait à l'IFOP là-dessus? Puisque c'est elle, notre Atlas, qui porte le rolling. J'espère qu'elle se fera pas bobo J'espère qu'elle va pas me tomber dessus. Parce que sinon, on n'est pas sorti des ronces. Voilà pour les élections européennes et le rolling dont on va parler. Dans un deuxième temps, on va recevoir Sarah de Deep Opinion, une filiale de l'IFOP. On va en parler en détail, mais voilà, pour le parcours, la série des parcours qu'on fait depuis un certain nombre de numéros de DataDate, où on fait venir des gens de la boîte pour parler de leur parcours, de ce qu'ils fichent là, et en tout cas ce qui les a menés à ce métier pas banal des études. Peu connu. Voilà, et peu connu aussi, c'est dommage. Voilà. Et en dernier, on aura une petite chronique culturelle qu'on avait d'habitude avec Nora, qui cette fois sera un peu plus longue, puisqu'on fera la promo, je peux dire comme ça, oui, voilà, la présentation, en tout cas d'un ouvrage, maison, lui aussi. Voilà pour l'annonce de plan, il est 18h05, j'ai l'impression d'être à la radio, et dire ça comme ça. Et le Flash Info. C'est vrai, c'était le Flash Info, on reprend, il n'y a pas de pub, je vous rassure. On va parler des européennes. Louise, c'est quoi les élections européennes? Alors les élections européennes, c'est les élections qui se tiennent dans tous les pays membres de l'Union européenne pour élire et composer le Parlement européen, qui est l'équivalent de notre Assemblée nationale en France, mais à l'échelle de l'Union européenne. Union européenne différente de Europe, pour préciser. L'Union européenne est une institution politique, l'Europe est une zone géographique dont les contours ne font pas consensus. En effet. Voilà. En effet. Et donc, il n'y a plus, depuis le Brexit, il n'y a plus nos amis d'outre-Manche. Et du coup, ouais. Et la petite différence aussi par rapport à... je crois qu'en 2019, c'était déjà comme ça, mais la fois d'avant, c'était pas comme ça. C'est qu'aujourd'hui, la France vote pour les mêmes listes
depuis 2019, alors qu'avant, il y avait ce qu'on appelle des circonscriptions, c'était un petit peu comme les élections législatives, qui étaient par région, il me semble. Et aujourd'hui, on vote tous pour les mêmes listes, ce qui simplifie beaucoup le travail de sondeur. On est content. Donc, ces élections européennes ont lieu le 9 juin, comme tu le disais bien. C'est une élection à un tour. Ça aussi, les sondeurs aiment beaucoup. Donc, si vous voulez voter aux européennes, y a pas de deuxième attendez tour. pas le deuxième tour. Il y en a pas. C'est débile. Voilà, il n'y en a pas. Il faut y aller direct le 9. Maintenant. Et il faut s'inscrire sur la liste électorale avant. Et Sinon, vous pourrez pas je voter. sais pas si d'ailleurs c'est pas fini, les inscriptions. Oui, c'était en mars peut-être. Je crois que c'était en mars le dernier Oui. délai. Mais bon, en général, vous êtes inscrits pour les présidentielles déjà, généralement, pas trop de changement. Sauf les étudiants, qui sont nombreux à nous regarder, on vous salue. Sauf les études, c'est vrai. Bon. C'est un scrutin un petit peu particulier, on n'a pas l'habitude en France parce que c'est un scrutin à la proportionnelle, ce qu'on n'a pas sur nos élections Chez nous, on nationales. est sur du scrutin majoritaire à deux deux tours. tours. Habituellement. Donc là, on est sur un scrutin proportionnel avec. C'est quoi la prime hein Attends, non, c'est quoi Plus forte moyenne. Plus forte moyenne. On rentrera pas dans les détails. Non, pitié. Voilà. Non, ce qu'il y a à retenir, oui, grosso modo, c'est que si la France, alors je sais plus, j'ai pas fait mes recherches, j'ai pas été sérieux, je sais plus combien de députés. 81. 80. En La France. France envoie 81 députés au Parlement européen. Et donc sur ces 81, je dis une bêtise, si une liste aux élections européennes en France obtient 10%, Il aura 10% des 81 sièges. donc 8 oui, parce que du 8 coup. personnes, hop, il enverra 8 députés. Voilà, c'est un gâteau qu'on coupe en parts. Ouais, C'est proportionnel, c'est plutôt facile simple. à comprendre. Ouais. Et oui, donc c'est ça, c'est comme tu disais, donc les sièges sont répartis par pays. Donc chaque pays a un nombre de sièges qui lui est accordé en fonction de sa taille démographique. Et donc nous en France, on a gagné, je crois, 2 sièges par rapport à 2019. Parce qu'on en avait moins que 81 la dernière fois. Enfin, je ne pas l'IFOP, mais dans mes recherches, j'ai vu ça. Tu t'en rappelles plus, toi? Absolument pas. Non, pourtant t'étais là. Absolument. Donc du coup 80 sièges pour la France et à l'IFOP qu'est-ce qu'on fait à cette occasion vous savez à l'IFOP on est quand même assez bien placé pour tout ce qui est électoral. Oui. Enfin je veux dire on produit beaucoup de données électorales. Je pense qu'on est les plus gros producteurs et les plus gros, Ouais. les plus visibles là-dessus. Ouais. Et on a du coup notre magnifique et splendide dispositif dont nous sommes tous extrêmement fiers qui est l'Eurolink. Donc l'Euro-Rolling, petit jeu de mots pour l'occasion, qui est porté par l'IFOP, Fiducial, pour LCI, Le Figaro et Sud Radio. Donc on a un bel attelage de clients et avec nous ça fait un truc quand même qui est assez sympa. Et on va voir le rapport du jour, parce que oui déjà je vais peut-être expliquer ce que c'est le rolling. Oui, c'est mieux. Voilà, c'est mieux, parce que rolling ça fait un peu gros mot dit comme ça. Donc rolling comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui roule, qui tourne, qui glisse. Il y a plein d'analogies qu'on Je te regarde expliquer. Mais c'est toi qui m'as expliqué ce que c'était un rolling, donc c'est bien que là sur Oups. Ah, bah si mon explication est foireuse, c'est que la tienne était foireuse à la base. Hein. Bien sûr, ok. Qu'ils viennent me chercher. Donc le rolling, en gros, le principe c'est de publier une intention de vote tous les jours. Donc une intention de vote, qu'est-ce que c'est? C'est quand on demande aux gens pour qui ils ont l'intention d'aller voter. Dans le futur. Dans le futur, mais pas dans le futur, dans 2 mois. On resitue toujours les gens. Dans la question, vous le verrez, c'est si l'élection avait lieu dimanche prochain. Donc, voilà, donc c'est pour cet argument-là, il est important pour nous parce que c'est celui qui nous permet de contrer l'argument anti-sondage qui est de dire mais les instituts sont jamais capables de prévoir 2 mois avant pour qui va gagner une élection. Non, heureusement, déjà pour commencer, et 2, c'est pas le but. Le but, c'est de dire à cet instant T, le rapport de force électorale, il est constitué de cette manière. Pour une raison très simple, c'est que les gens en 2 mois, ils peuvent changer d'avis. Ils ont le droit de changer d'avis et c'est pour ça que tous les candidats à des élections font campagne pour que les gens changent d'avis et votent pour eux. Donc si on pouvait prédire le résultat d'une élection 2 mois avant, autant pas faire d'élection, autant pas faire de campagne, autant directement faire un vote par SMS. Et ça serait pas très démocratique. Non. Donc ce temps de campagne il est important et ce rolling il est important aussi parce qu'il permet de prendre mesure un petit peu tous les jours de l'état de l'électorat. Donc tous les jours c'est une intention de vote qui est publiée sur 1500 personnes interrogées. Ces 1500 personnes interrogées sont interrogées sur 3 jours, d'où l'idée de rolling en fait, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui on a publié 1500, donc l'intention de vote sur 1500 personnes, une vague a été réalisée aujourd'hui, une vague hier, enfin entre aujourd'hui et hier, une vague entre hier et avant-hier et entre avant
hier et avant-avant-hier. Et en fait, tous les jours, quand une nouvelle vague de personnes est interrogée, on exclut la vague la plus ancienne. Donc c'est pour ça qu'on a un peu ce principe de bim, hop, ça roule. Je sais pas si mon graphique, moi, il est... Attends, je le remets en plein écran. Vas-y, refais-le. Il y a une vague qui arrive, ça tourne, une vague qui sort. Une vague qui arrive, une vague qui sort, ça tourne. Une vague qui arrive, une vague qui sort. Tu vois ou pas? T'as pas compris mon chemin? Je suis... Oui. Bon, moi je me suis comprise. Écoute, c'est pas grave. Non, là je suis en plein management toxique, pardon, j'arrête. Donc tu nous as parlé donc, du rolling. Le rolling, intention de vote roulante, Ouais. puisque en permanence on interroge des gens, on ajoute les nouveaux, Ouais, on enlève c'est les vrai que anciens. c'est mieux comme ça. Ouais, Des petits trains. ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais. Ok. L'expérience. Et donc... Et donc, on a le rapport du jour qui a été mis. Donc, oui, si vous voulez retrouver les résultats du rolling, donc c'est publié par nos clients à 17h, donc chez LCI et chez Le Figaro et chez Sud Radio, et sur le site de l'IFOP tous les jours à 18h, sauf le samedi et le dimanche. Parce qu'on respecte le droit du travail ici. Voilà, Circa. exactement. Donc, on va pouvoir regarder celui d'aujourd'hui qui a été mis en ligne par notre ami Ivan, qu'on remercie et qu'on salue. Si comme lui vous êtes stagiaire, Ouais. envoyez vos CV. C'est notre stagiaire, n'hésitez pas. On est toujours content d'avoir des jeunes informés. Donc du coup, le rolling, il se présente de cette manière. On est très fiers du visuel, parce que franchement, il est beau. C'est pas nous qui l'avons fait, merci à la com. Mais par rapport à des fois d'autres livrables, c'est bien. Cette balle perdue. Non mais c'est vrai, mais même des livrables que je produis moi-même, hein, je le reconnais totalement. Donc là, dispositif particulier égale communication particulière. Donc il y a plusieurs indicateurs qu'on mesure tous les jours, qu'on appelle chez nous les indicateurs quotidiens. Donc le premier, c'est évidemment la participation, qui va être le nerf de la guerre, d'autant plus sur une élection comme les européennes, où généralement la participation n'est pas très haute. On le voit là sur l'écran, en 2019, il y avait eu 52% de votants et donc 47,8% d'abstention. C'est quand même assez important. C'est important et il faut dire que c'est la tendance des européennes d'avant. Comment dire, le résultat de 2019 de participation, c'est une exception. C'est qu'on attendait 3-4 points de moins de participation. Et là, tout d'un coup, il y a plein de gens qui sont allés voter, alors principalement des jeunes, et ça fait les affaires de la liste écolo de l'époque. Mais voilà, traditionnellement, les européennes, c'est une élection peu participante. Les gens s'en foutent, grosso modo, voilà, s'il faut le dire, on est aussi là sur ce Twitch pour le dire comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que, là, si je me resitue, il y a 2 jours, on mesurait 44% de participation. Il y a 2 jours, on était 2 mois jour pour jour avant l'élection. Ouais. On mesurait 44. En 2019, 2 mois jour pour jour avant l'élection, on mesurait 42. Et ça finit à 52. Donc, donc on est au-dessus de la même chose à l'époque. Après, bon, on ne sait pas comment ça va évoluer. Non, surtout que quand même sur les dernières élections qu'il y a eu, notamment les élections post-Covid, il y a quand même eu des participations moins importantes, même sur la présidence, il me semble, c'était un peu moins fort. Oui, il y en avait un peu moins, c'est vrai. Donc, c'était le record, je crois que c'était le record d'abstention. Ouais, sur une présidentielle. Il me semble aussi, on oublie si vite. Donc voilà, la participation est estimée aujourd'hui à 44,5%. C'est-à-dire que, comme tu le disais en intro, aujourd'hui, si on leur dit bon, ce dimanche on vote, est-ce que tu y vas? Et aujourd'hui, il y a 44,5% des gens qui nous disent ça. C'est amené à naturellement augmenter plus on approche de l'élection, ce qui est normal, parce qu'aujourd'hui, comme je vous disais, les gens s'en foutent. Plus on va approcher de la date du scrutin, plus ça va en parler dans les médias, etc. Plus vous allez forcément tomber sur cette actualité-là, et plus vous allez vous dire, tiens, mais s'il y a une élection, je commence à y réfléchir, tiens, je vais voter pour un tel. Et quand on vous dit, bon, bah, c'est ce dimanche qu'on va voter, vous serez plus nombreux à aller voter. Oui, on peut faire un pari non risqué que la courbe rouge risque d'augmenter. Ouais. Sinon, il y a un souci pour la démocratie. Oui, sinon ça serait inquiétant. C'est chaud. Et ensuite, donc, le deuxième indicateur quotidien qui est l'indicateur phare, la raison d'exister de ce rolling, c'est donc l'intention de vote. Donc, on est sur une élection particulière, les européennes, puisque c'est une élection où il y a énormément de listes qui se... Alors déjà, oui, on l'a pas dit que c'est pas des candidats qui se présentent, ce sont des listes qui doivent être constituées de 81 personnes pour pouvoir combler tous les sièges si on fait 100%. Au cas où une liste, voilà. Il faut qu'il y ait assez de gens pour remplir. Et il faut que ce soit paritaire. Donc un homme, une femme, un homme, une femme, ou une femme, un homme, une femme, un homme. C'est hyper important.
Donc pour l'instant, l'offre électorale n'est pas officielle, puisqu'il n'y a pas eu, quand il y a une élection, il y a toujours le début de la campagne, et puis après il y a le lancement officiel de la campagne, et ce lancement officiel de la campagne, il est quand les listes ont déposé au ministère de l'Intérieur la composition de leur liste, et qu'elles sont enregistrées comme de réelles et officielles candidates à l'élection. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là, parce que le dépôt des listes, c'est le 17 mai, la limite. Ouais. Donc c'est tard. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'offre qu'on présente aux personnes interrogées, c'est exactement celle-ci. Elle n'est pas totalement exhaustive pour l'instant, parce qu'on attend en fait que les candidats soient officiellement prêts et inscrits pour l'élection. Donc cette offre, elle va être amenée à évoluer au fil de l'élection. Et c'est normal. Donc évidemment, on retrouve les grandes forces politiques. Généralement, c'est plus sur les forces politiques, alors je ne vais pas les offenser, mais plus petites, qu'il y a du changement. Il y en aura peut-être 10 qui vont s'ajouter, là, si vous voulez. Oui, on est plus sur plus que moins, en général. Voilà, mais les 10 en combiné, sauf bouleversement ou campagne extraordinaire, les 10 nouveaux arrivants, qu'il y aura au moment des dépôts des listes, ils vont totaliser 3%. Oui, en général, c'est... Ouais. Voilà. Il y aura, ça va pas chambouler les grands amis d'Europe Démocratie Espéranto, que je cite toujours en exemple de candidature, je ne veux pas dire insolite, ce serait pas cool, je l'ai dit, mais plutôt de liste inattendue, dirons-nous, ou peu connue, surtout peu connue. Donc voilà, donc il y avait des choses qui s'ajoutent comme ça. Il y a eu fort jadis une liste de l'alors humoriste Dieudonné. Voilà, les européennes, en fait, dès que vous trouvez 81 personnes pour vous accompagner, en fait, vous pouvez déposer une liste. Il n'y a pas de parrainage comme aux élections présidentielles, c'est vraiment tout le monde peut à partir du moment où les règles de composition de la liste sont respectées, donc 81 personnes et une parité. Donc aujourd'hui, le rapport de force électorale, aujourd'hui au 11 avril, donc pas le rapport de force électorale du 9 juin, il se présente tel quel, donc on a une écrasante majorité quand même du Rassemblement National, qui est réellement la première force politique sur cette élection. La liste du Rassemblement National, elle est menée par Jordan Bardella et elle totalise aujourd'hui 31% des intentions de vote, ce qui est un demi-point de moins que hier. Et on verra demain. Et ensuite, on a Renaissance, mais ce qui est très intéressant sur ce rolling du jour, c'est la montée, encore une fois, de la liste de Raphaël Glucksmann, du Parti Socialiste, qui monte, on va le voir après sur les courbes, depuis 3 jours. Donc c'est signe qu'il y a quand même une réelle dynamique et que l'écart entre Renaissance et le Parti Socialiste tend à s'amoindrir au fil des jours, puisque vous voyez, la liste Renaissance, elle perd des demi-points. Ouais, c'est ça exactement. Donc c'est vrai qu'on avait prédit pour cette élection un duel RN majorité présidentielle, mais finalement il y a un petit nouveau qui s'est... Enfin, pas un nouveau sur la scène politique, mais dans le rapport de force électorale d'aujourd'hui qu'on n'attendait pas forcément à ce niveau-là, c'est Raphaël Glucksmann. Donc vous voyez, on l'a mesuré lundi à 11% et aujourd'hui il est à 12,5%. Donc on peut prédire une montée peut-être encore progressive, sauf accident de campagne. Gros mot, prédire, Louise, gros mot. Prédire une évolution. Ça veut pas dire que je prédis son résultat. On peut hypothétiquement... Ah, oui, t'as raison. On peut imaginer une augmentation de la courbe et peut-être un croisement de courbe. Parce que là, ça m'étonnerait quand même. Hein. On verra. On sait jamais. Donc voilà, et donc je trouve que c'est intéressant cette courbe parce que c'est vraiment en fait le seul truc dont on se souvient à la fin de chaque rolling, c'est vraiment cette courbe-là, parce qu'en fait, elle fait vraiment le film de la campagne. C'est ce qu'on dit souvent quand on travaille à l'Institut de sondage. On dit qu'un sondage ou qu'une intention de vote, c'est une photographie à un instant T de l'état de l'opinion. Le rolling, le principe, c'est que c'est un peu un film en fait. C'est-à-dire que tout le long de la campagne, on va avoir cette mesure tous les jours. Alors c'est peut-être pas tous les jours, il se passe pas quelque chose d'incroyable, mais à la fin, on a vraiment tout le fil de la campagne et on peut voir à quel moment les choses se sont jouées. Ce qui était hyper intéressant en 2022, où ça fonctionnait très bien sur la ligne du rolling, où on voyait vraiment les mauvaises sorties de candidats, ou les mauvaises phrases, ou au contraire, les bonnes annonces, ou les annonces de programme, qui vraiment faisait évoluer la courbe des évolutions. C'était pas intéressant. Ça, sur le rolling de la présidentielle, moi je me souviens de 2 événements avec des évolutions de courbes assez remarquables. Je suis sûr que je me souviens des mêmes. Alors, le premier, c'était en janvier, c'était le candidat Éric Zemmour qui avait dit au détour d'une intervention que les enfants handicapés, fallait pas les mettre avec les enfants valides, ou les autres enfants, fallait les mettre à part. Et ça, il a perdu 4 ou 5 points, mais direct. Ouais.
il a mis du temps à recombler le retard en fait, qui lui avait pesé. L'autre évolution majeure, c'est le candidat victorieux, Emmanuel Macron. L'annonce du programme. Voilà, qui n'a fait, en fait, à la suite de la guerre en Ukraine, de l'éclatement de la guerre en Ukraine, ses intentions de vote ont décollé, il a commencé à enregistrer beaucoup, à surfer un peu sur l'élection, en fait, parce que, c'est la guerre qui frappe aux portes de l'Europe, voire en Europe. C'est peut-être pas forcément le moment de changer de capitaine du navire. En tout cas, c'est un raisonnement qu'on a vu pas mal appliqué dans la population. Et le seul moment où, en effet, Macron a commencé à baisser, en termes de tendance d'intention de vote, c'est quand il a, annoncé son programme, 2, parler des retraites. Donc l'argument qu'on a beaucoup vu l'année dernière, comme quoi le président de la République, il fait ce pourquoi il a été élu, la réforme des retraites, quand bien même 3/4 des Français n'en veulent pas, ça tient pas trop l'analyse sondage. Complètement. Mais ça, on pourra en parler. Donc cette courbe, donc là on a fait le choix de mettre que les principaux candidats pour que ça reste lisible. Parce que si on va chez les petits candidats... mais on a la courbe quand même. Voilà, c'est un peu moins lisible. Voilà. Désolée à tout le monde pour cette courbe. Franchement on pouvait pas faire mieux. Je pense. J'ai envie de dire, ils ont qu'à faire plus. Les petites listes, tu vois, ils ont qu'à convaincre plus de gens. Enfin, désolé, c'est pas très sympa pour les petites listes, je suis désolé, mais... Non, mais on adore les petites listes en plus. Si toutes les petites listes, si vous êtes 4 ou 5 à être à 1, il y aura un point sur la courbe et tout le monde... Mais ce qui est intéressant, c'est que la plus haute des petites listes, c'est la liste du Parti animaliste. Qui avait fait, je crois, tu m'avais dit 3% en 2019. Ouais, un truc comme ça. Hein. Ce qui est vraiment pas dégueu. Hein. Remboursement des frais de campagne. Mais j'ai hâte de voir, parce que le Parti animaliste avait fait un résultat assez inattendu aux européennes de 2019, c'est vrai. Personne ne les attendait, ils arrivent, ils font 3, ils font plus que, ou quasiment autant que des candidats de grands partis historiques à l'élection présidentielle. Voilà, et maire de très grandes villes d'ailleurs. Par ailleurs, vous aurez reconnu la personne. Présidente de... Non, quand même pas. Présidente de région, à la fin. Oui, un peu plus quand même. Mais oui, le Parti animaliste était assez inattendu. Et l'une des théories qu'il y a sur leur succès, c'est que sur leur affiche, donc les affiches que vous avez devant les bureaux de vote, sur les panneaux en métal, sur leur affiche, ils avaient mis un chien. Un chien qui avait l'air très gentil et très mignon. Ils ont attendri les élections. La théorie, la légende veut que dans cette élection européenne, qui est quand même, et on va le voir dans les sondages tout au long de la campagne, mais c'est une élection de laquelle les Français sont quand même assez éloignés, en général, quand je disais en début de live que les gens s'en foutent, globalement, une partie importante s'en fout, ça c'est vrai. On a un chiffre. Voilà. Ah, vous avez posé la question, s'en fout. Bref, quand vous votez quand même à une élection dont vous n'avez pas grand-chose à faire, vous allez voter soit pour la planète, et c'est pour ça que les élections européennes sont les élections où les Verts, en général, font les meilleurs scores. Oui, pendant très longtemps, ça a été leur élection un peu phare. Là, bon... Là, moins. Mais du coup, on peut aussi voter pour les bêtes, nos amis les bêtes. Oui, pas les bêtes, les idiots, les bêtes, les animaux. Oui, j'insultais personne. C'était pas un scud déguisé. Mais voilà, j'ai trop parlé. Continue. Non, mais après les indicateurs, qu'est-ce qu'on a? Mais j'ai oublié. Ah oui, la sûreté du... Ah oui, non, alors ça c'est pas mal. On a... La France a peur. Pour y voir un peu plus clair, on a... parce que, comme vous l'avez vu, l'offre est quand même très éclatée sur l'intention du vote. Voilà. Et en fait, on a rassemblé les listes en courants politiques. Donc, c'est un choix qu'on a fait d'attribuer telle liste à tel endroit. C'est un choix qui peut être discuté et discutable selon les éléments et les critères qu'on prend en compte. Mais nous, on a fait ce choix-là. Donc, vous voyez, il y a les logos des partis qui représentent chaque force, voilà. Et donc, ce qui est vraiment impressionnant, et je pense que tu peux aller sur la courbe direct, ce sera plus simple, c'est la proportion, donc c'est le poids de la droite radicale et souverainiste. Donc, ce que d'autres appelleraient l'extrême droite, de voilà, manière exactement. Totalement recevable, je précise ici. Ouais, donc c'est Reconquête, les Patriotes, le Rassemblement National, l'UPR. Voilà, c'est notre droite, l'extrême droite ici, qui a été quand même à 40 mardi, aujourd'hui un peu plus bas, et en fait on voit la gauche qui remonte, c'est notamment la hausse de Raphaël Glucksmann en fait qui transparaît ici. Donc ça c'est intéressant pour y voir un peu plus clair sur les rapports de force plus globaux qui émaillent cette élection. Alors je me permets une précision ici, un ajout.
qui est que on a vu que le Rassemblement national est la force politique qui est donnée avec le plus de voix, le plus d'intention de vote dans cette élection, que 32, autour de 32. 31 aujourd'hui. Mais c'est pas parce que le RN est très fort qu'il a siphonné toutes les autres forces de droite de la droite. En fait, le RN gonfle, est très très fort en termes d'intention de vote, mais Reconquête reste dans son couloir et continue en fait à fédérer une base électorale. Et en fait, si on additionne tout ça, on n'est plus à 30, on n'est plus à un tiers, on est à quasiment 40%. C'est tout le sens de ce camembert où vous voyez que le bleu prend beaucoup de place. Foncé, j'avais donné un autre adjectif, mais ça aurait été cité une force plutôt qu'une autre. Ce bleu très foncé, il prend beaucoup de place. Voulais-tu montrer autre chose? Ouais, parce que tu parlais de... Bon, après, il y a toute une série d'indicateurs, mais ce qui est particulier le jeudi, c'est qu'on publie des indicateurs hebdomadaires. Et tu parlais de l'intérêt de la campagne, du fait que les gens s'en foutent, on a la preuve en image. Bon, alors, franchement, je m'attendais à pire, honnêtement. Donc 55% des personnes disent qu'ils sont intéressées par la campagne, mais seulement 15% très intéressés, ce qui est quand même assez bas pour une élection, comme il y a même sur les européennes. Mais ça, généralement, avec le temps, au plus le temps va passer, au plus la campagne va avancer, l'échéance se rapprocher, au plus les médias vont donner la parole aux têtes de liste, et au plus, logiquement, les gens devraient s'intéresser. Donc, courbe à suivre. C'est ça. À titre de comparaison, au même moment, 2 mois avant le premier tour, en 2022, la présidentielle, l'intérêt pour la campagne, il était 10 ou 13 points au-dessus. À titre de comparaison. Ouais. Après, c'était une campagne particulière aussi. La guerre. Oui, voilà. À l'époque, on disait que ça avait annulé la campagne. Ce que pas totalement le cas non plus. Ça avait donné 2 voix qu'à un seul candidat. Du coup, le gagnant. Est-ce que tu veux nous parler d'autres indicateurs ou... Ouais, je trouve que celui-là, il est intéressant. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que souvent, les oppositions, notamment, ont tendance à dire, à porter le discours de... je dis pas que c'est légitime ou pas légitime, c'est juste un constat politique. À utiliser les éléments de contexte nationaux pour fédérer des voix autour d'eux. Donc c'est par exemple les listes de gauche ou d'extrême droite qui vont dire c'est pour voter contre Macron, pour faire barrage à Macron, alors déjà Macron n'est pas candidat, et puis c'est pas sur le même, on n'est pas sur les mêmes territoires qui vont être administrés, on n'est pas du tout sur les mêmes enjeux, mais pour autant on voit que ce discours il est quand même important dans la tête des Français, puisqu'il y a 56% d'entre eux qui nous disent qu'ils vont voter en fonction d'enjeux nationaux. Donc c'est-à-dire qu'ils vont voter parce que ils aiment bien la liste du RN, parce qu'ils aiment bien Marine Le Pen, ce qu'elle fait par exemple à l'Assemblée nationale. Donc c'est pour ça que c'est une élection qui est un petit peu spéciale, l'élection européenne, où on vote pas pour des choses qui vont être faites qu'en France, et pour autant ce qui se passe qu'en France prend énormément de place. Ce qui est logique aussi, parce que toute élection se joue dans un contexte social et politique. Donc voilà, ça je trouve que c'est intéressant et que c'est un indicateur qui je pense va falloir suivre sur la suite. Je sais pas si la tendance a évolué au fil de la campagne en général. Ça évolue pas trop parce que à l'échelle des pays de l'Union Européenne, la France est quand même celui où la population est la plus en distance de l'échelon européen, des enjeux européens en général et de l'élection européenne. Donc ça varie pas trop. Et c'est vrai que par rapport à ce que tu disais, autant les oppositions vont tenter de nationaliser le scrutin, nationaliser les enjeux du scrutin en fait, pour dire faut taper Macron. C'est mieux dit quand c'est toi qui le dis. Mais d'un côté, tu as la liste de Renaissance, notamment, mais aussi des listes comme les Verts, des listes très européennes, européistes pourrait-on dire. Ces listes-là, elles essaient en général d'européaniser le débat. Notamment, tu as beaucoup Raphaël Glucksmann qui fait ça, parce que lui, il avait quand même une certaine visibilité, notamment auprès des jeunes, sur vraiment son travail de parlementaire européen, ce qui est rare pour un parlementaire européen aussi, d'avoir sa visibilité hors période électorale, je trouve. J'ai un biais très certainement aussi du fait de mon âge et de... mon âge, voilà. Et lui, pour le coup, a tendance à complètement européaniser le débat, parce que c'est ce qui joue en plus en sa faveur, parce qu'il est connu pour ça, donc il a tout intérêt à le faire. Là où, au contraire, des listes comme le Rassemblement national ont complètement tendance à nationaliser le débat. Mais c'est intéressant de voir comment chaque liste, chaque force politique se positionne, parce qu'ils vont là où ils ont de la force, en fait. Parce qu'en général aussi, leurs électorats sont pro ou anti-européens. Voilà. Il y a ça aussi derrière. Franchement, tu veux nous montrer autre chose? Voilà. Oui, c'est en lien complètement. C'est un indicateur, il est assez intéressant aussi.
Donc c'est quand on demande aux personnes qui ont l'intention d'aller voter, si elles vont voter, définir leur choix en fonction justement de la politique nationale. Est-ce que ça va être par rapport, est-ce qu'ils vont vouloir voter Jordan Bardella pour s'opposer à Emmanuel Macron, ou pour au contraire, ils vont voter Renaissance pour soutenir Emmanuel Macron. Donc c'est vraiment ce truc de nationaliser ou pas le débat. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a quand même 41% des gens qui disent qu'ils vont pas se prononcer en fonction en fait d'être pour ou contre le gouvernement. Donc c'est assez intéressant à mettre en perspective avec justement le score précédent. On va quand même voter par rapport à des enjeux nationaux, mais pas forcément pour ou contre le gouvernement. Ah oui. Il manque un petit signe pour ça. C'est le game, c'est le jeu. Merde. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est extrêmement toxique de ma part d'avoir fait ça. Mais, Non, mais en tout cas, ce qui est fou, c'est que en addition de ce que tu dis, ce que je retiens, c'est qu'au même niveau que les gens qui disent non mais moi je vais aux européennes pour voter pour les européennes, quoi, pas pour autre chose, t'en as autant, 41%, qui disent moi c'est pour taper Macron que j'y vais. Ouais. Mais ce qui explique aussi le faible score peut-être, faible score, c'est pas faible le score de la liste Renaissance pour l'instant. Là en fait tu l'as à peu près en fait, Bah, c'est oui. ton 18, Oui, c'est les mêmes en fait. C'est vrai complètement, ouais. Ah c'est marrant. Ce qui est C'est logique. Franchement ça m'aurait inquiété sinon. Si j'avais 30% de Français qui me disaient que c'était pour soutenir la liste. T'as des gens qui veulent soutenir Macron, la liste Renaissance, mais qui vont voter pour un autre. Ouais. Bon, ça va, ouais. On n'est pas à l'abri que ça change pour un. Ah putain, c'est rassurant quand même. Ouais, franchement c'est des chiffres qui font plaisir. Alors, est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux nous montrer ? Je pense qu'on a fait vraiment, il y a toute une série d'indicateurs et vraiment j'invite tout le monde à aller voir le rolling, c'est hyper intéressant. On a aussi les résultats détaillés par électorat. Tiens, donner un exemple de résultats détaillés. Ouais. En fait, on a dit tout à l'heure, on mesure sur 100 personnes qui vont voter, 12,5% voteraient aujourd'hui là pour la liste menée par Raphaël Glucksmann pour le PS et Place Publique. Voilà, aujourd'hui c'est ce qu'on mesure. Ça c'est intéressant, de savoir qu'il fait 12,5%. Ce qui est encore plus intéressant, c'est d'aller voir par catégorie de population qui vote plus ou moins pour lui qu'en moyenne. Voilà. Et c'est ce que nous montrent ces graphiques, c'est sur 100 personnes, 100 hommes, 100 femmes, 100 jeunes, 100 moins jeunes, etc. Combien de pourcents votent pour cette liste-là. Et par exemple, on voit ici, vous avez l'âge, vous avez les tranches d'âge croissantes, et vous voyez qu'en gros, mis à part cet endroit-là, les 25-34, plus vous êtes vieux, plus vous avez de chances de voter pour la liste de Raphaël Glucksmann. La ligne salarié du secteur public. La gauche de gouvernement est de retour. Ah, c'est beau. mais tu vois, mais comme tu le soulignes, c'est une ligne hyper logique, en fait, Complètement. et hyper intéressante. Bon, on voit aussi que c'est une liste plutôt de personnes aisées, voilà, de cadres, de gens qui ont des moyens. Bon, sans surprise, c'est une liste de gens qui votent plus à gauche qu'autre chose. Ça, c'est rassurant aussi. Est-ce que tu peux mettre celle de Reconquête ? S'il te plaît. Ils sont là. Ah non, et le RN ? Ouais, c'est pas très éclatant. Vu que les chiffres sont petits, en fait, ça se... Ouais, je regarde l'écart homme-femme. C'est une variable qui m'intéresse. Eh oui. Alors, pas de beaucoup, mais quand même, tendanciellement, on avait analysé ça pendant la présidentielle, au début de la campagne, où il y avait vraiment un effet repoussoir des femmes sur la candidature à l'époque d'Éric Zemmour, où les femmes votaient beaucoup plus, les femmes qui votaient à l'extrême droite votaient beaucoup plus Marine Le Pen que Éric Zemmour, et inversement. Donc là, il y a quand même un léger écart, mais franchement, 2 points, je dirais pas que c'est une dynamique non plus. Alors, après, il y a quand même un truc historique sur l'extrême droite, en France, qui est que c'est historiquement un vote davantage masculin. Ouais. Le fait que ce soit ce fameux gender gap, comme il l'a appelé, se soit réduit, en fait, et aujourd'hui, on est quasiment à parité, en fait, dans le vote pour le RN. Ouais. Cette liste-là, pas forcément Reconquête, mais pour le RN, c'est quasiment paritaire, le vote, pas plus d'hommes que de femmes. Depuis 2017, ouais. C'est récent, voilà, c'est récent dans l'histoire du Front National, et c'est aussi un signe de l'acceptabilité croissante. Je pense que c'est de ces clairement idées-là dans le débat politique. Ouais, c'est clairement le résultat aussi de l'opération de dédiabolisation du parti, qui a très bien fonctionné, d'autant plus qu'il est mené par une femme. Il y a un double enjeu là-dessus qui a fait que les femmes et les hommes, les femmes avaient tendance à voter autant que les hommes pour l'extrême droite. Et c'est vrai qu'en 2022, quand il y a eu cette candidature Éric Zemmour, c'est un petit peu rebattu les cartes jusqu'à ce qu'on arrive en fin de campagne et où en fait des dynamiques de vote utile se mettent en place et effacent ce gender gap qu'on avait constaté en début de campagne.
Ce qui était... Enfin, je trouve ça très intéressant. Ah ben, on va terminer là-dessus. Oui. Alors, hop, on revient en plein écran. Hop, je nous remets le champ. Hop, voilà. Merci Louise. Merci. N'oubliez pas, 17h sur LCI Le Figaro, 18h sur le site IFOP. Je fais ma pub. Tous les jours jusqu'au 7 7. juin, vendredi 7 juin, Oui. puisque pendant le week-end on n'a pas le droit de publier des sondages. Non. Quand même. C'est les seuls jours de l'année où on n'a pas le droit. Oui. Donc on va les respecter. Of course. Super. Merci. Merci Louise, à la prochaine.